Bonjour, Vincent Van Gogh à l'Atelier des Lumières, voici notre nouveau sujet. Culture Espace organise à Paris dans son premier centre numérique une première exposition immersive dédiée à l'œuvre de Klimt. Cet espace, l'un des plus grands du monde à l'ère du numérique, allie technologie et grands noms de l'histoire de l'art. Cette première exposition dédiée à Klimt a provoqué un tel intérêt qu'elle a favorisé la seconde exposition, celle que nous allons aborder. La technique joue avec 140 projecteurs dans cet espace exceptionnel, 140 projecteurs synchrones qui permettent de déployer sur ces parois murales, plafond, sol, l'œuvre de l'artiste sur des musiques choisies. L'ensemble mis en scène pour créer une œuvre particulière, immersive, touche le spectateur par une sorte de synesthésie. Et pour ce faire, l'ancienne fonderie nous plonge à coups de pinceau expressifs et puissants, parfois torturés, dans l'univers de l'un des plus grands peintres du XIXe siècle. À travers les rues d'Arles, par une belle soirée étoilée, ou aux côtés des mangeurs de pommes de terre, en train de sentir les bouquets de tournesol, de la nuit étoilée à la chambre à coucher, de Paris à Saint-Rémy de Provence, de ses débuts à sa maturité, jusqu'à sa mort. Sa carrière fulgurante dure 10 ans. Vincent Van Gogh, qui a suivi une formation parisienne où il rencontre la modernité, l'estampe japonaise qu'il partage d'ailleurs avec le monde des impressionnistes, et autour de l'œuvre de l'artiste, l'exposition nous plongera dans le japonisme d'Okusai d'ailleurs et autres paysages iconiques. Et sa fascination pour le japonisme nous enveloppe de son imaginaire sur les bandes de Lully, Puccini, Miles Davis, Vivaldi, Nina Simon, Brahms. Cette immersion, vous le verrez, est complètement bouleversante et c'est l'œuvre du metteur en scène Gianfranco Iannuzzi. Et votre déplacement dans l'espace se veut être une expérience, comme on le disait, très personnelle, une expérience collective d'ailleurs, avec une œuvre plurielle qui convoque l'écriture à travers la correspondance avec son frère Théo, sa vie, ses éléments biographiques et ses recherches picturales. La relation entre le cadre et le spectateur fait exploser l'image autour du visiteur. Chacun le vit à sa façon, grâce à la musique, aux détails et à sa vision personnelle. Autour du visiteur, chacun le vit dans le coup de pinceau, chacun perçoit la touche, se voit grâce à la technologie faire partie de l'œuvre. Vincent Van Gogh naît le 30 mars 1853 aux Pays-Bas, d'un père pasteur et d'une mère qui donne le jour à 6 enfants, dont lui bien sûr et son frère Théo. Petit, Vincent passe du temps à la campagne à dessiner des animaux, des ponts, des pots à lait. Il n'est pas bon élève et se fait renvoyer pour arrêter ses études à l'âge de 16 ans. Son oncle Vincent lui propose d'intégrer sa succursale de la galerie d'art Goupil et compagnie à La Haye. Ça se passe bien. Puis, en 1873, il part pour Londres, mais là, il essuie une déception amoureuse telle qu'il devient colérique. Et son oncle le fait muter à ce moment-là à Paris, mais il continue à malmener les clients et se fait renvoyer de nouveau à Londres. Il devient instituteur, puis un révérend lui propose de venir enseigner l'histoire religieuse dans son pensionnat. Et là, son rêve n'est pas moins que celui de devenir prêcheur. Il veut prêcher. Il commence à préparer des examens à la faculté de théologie d'Amsterdam, mais c'est un total fiasco, il échoue. Il part alors croquer la vie des mineurs et Vincent devient à ce moment-là Vincent Van Gogh. Désorienté, il se fait aider par un pasteur et il comprend sa voie à l'âge de 27 ans, grâce au pasteur et grâce à tous ses échecs. Sa voie, c'est la peinture. Il quitte alors la maison familiale et part rejoindre son cousin Anton Mauve, qui est déjà connu alors, et devient son professeur particulier. Mais tout cela ne dure pas. Il se soustrait bien vite à l'autorité de ce cousin et il rentre alors chez lui. Et en 1885, son père décède. C'est là qu'il réalise son premier chef-d'œuvre, Les mangeurs de pommes de terre, en 1885.
Il part alors pour Anvers sur les pas des grands maîtres. Il travaille beaucoup et s'inscrit au cours des Beaux-Arts mais tombe d'épuisement tellement il travaille. Il retourne ensuite à Paris où il prend des cours dans l'atelier de Cormon, qui est un peintre académique très connu également à l'époque, mais il s'enrichit beaucoup plus au contact des autres artistes. Il est à présent un vrai peintre, comme on l'a dit. Les teintes sont moins sombres, mais sa palette va s'éclaircir de plus en plus au contact de ses amis. Ses nouveaux amis impressionnistes pour la plupart. Voici un portrait de Van Gogh, une photo à l'âge de 13 ans. Il a déjà ce regard déterminé et ce regard extrêmement interrogatif à l'égard de la vie. Et voici un portrait à l'âge de 20 ans. Van Gogh, c'est un caractère solitaire, insoumis. Et l'entourage de son père pasteur et de sa mission religieuse se reflète dans ses premiers tableaux, comme en témoigne cette copie d'une Pietà de Delacroix, conservée au musée du Vatican. Après ce début d'austérité, il étudie les toiles de Rubens et les maîtres de l'école du Nord. C'est ce que souligne sa recherche de clair-obscur et le réalisme hollandais qui se traduit dans ses œuvres qui furent ses premiers chefs-d'œuvre, grands chefs-d'œuvre. Les mangeurs de pommes est un tableau exécuté en 1885 qui représente une scène populaire aux couleurs sombres, atypiques et éclairée par la lampe à pétrole au centre. Cette œuvre est à rapprocher de l'œuvre de Rembrandt. Le choix des couleurs pour présenter la patate poussiéreuse, comme je vous le montre ici en gros plan, la noirceur de la toile font écho à la pauvreté. Et ce repas simple devient tout à coup noble. Et selon l'artiste, peindre la vie paysanne est quelque chose d'important. Il commencera sa vie par là d'ailleurs, lorsqu'il réside en Belgique. Et c'est la proximité des gens pauvres qui lui inspire de portraiturer les paysans, bûcherons, les ouvriers. Et il essaye, et tout à coup, il peint les mangeurs de pommes, qui est une peinture extrêmement naturaliste, qui se passe en intérieur, qui met en scène le clair-obscur et qui éclaire justement avec cet œil aiguisé la rudesse des visages. La misère devient visible et met en scène également tous ces corps usés, ces guenilles et ces visages remplis de tendresse et dont l'expression nous rappelle toute l'humanité de cette scène familiale et du repos bien mérité de ces paysans. Puis, il découvre et vénère Jean-François Millet dès le début de son séjour à Paris en 1875 et dont il dit, j'ouvre des guillemets, « Ces paysans semblent peints avec la terre qu'ils ensemencent ». Et à l'ombre de Millet, en Provence, pendant son séjour à Saint-Rémy, il s'intéresse à la vie quotidienne dans les champs qui sont des paysans et qui l'inspirent beaucoup et qui lui inspire également le peintre Millet de l'école de Barbizon qui peint lui-même la vie rurale. D'ailleurs, lorsque l'on met en regard ces deux compositions, d'une part, nous avons la Méridienne de Millet et d'autre part, nous avons la Sieste, exécutée en 1888, qui est très fidèle à l'original dans les moindres détails, mais à l'envers par rapport au travail de Millet, parce qu'il copie Millet à partir d'une gravure en noir et blanc, et cela lui laisse toute la liberté qu'il souhaite sur les couleurs. Son tableau repose d'ailleurs, comme on peut le constater, sur un jeu de couleurs complémentaires bleu, orange et violet jaune paille, et voilà la différence entre Van Gogh et Millet. Dans la même logique, voici ici le semeur exécuté en 1888, dont la composition et la logique répond aux mêmes exigences que le tableau précédent. Les vêtements du semeur répondent aux teintes du sol labouré, bleuté pour une scène banale qui devient tout à coup une symphonie de couleurs et rend hommage à ce paysan qui répète ce geste
toute la journée. En sublimant cette scène populaire, il l'érige en œuvre d'art. La couleur est très importante pour Vincent van Gogh et d'ailleurs c'est à Paris qu'il en perçoit toute l'importance, au musée du Louvre, où les œuvres l'inspirent, où il découvre un certain nombre de couleurs typiques qui se sont déjà inscrites dans l'histoire de la peinture comme le vert véronèse, le bleu de Purus, le jaune citron des peintres romantiques. Et l'importance de la couleur structure la toile et garantira le succès selon Van Gogh. Il copie tous les anciens en ce sens. Ce chant de laboureur, peint en 1889, vient nous confirmer à quel point la quête sur la couleur et la mise en scène de la couleur sur la toile est de première importance chez Van Gogh. Cependant, ce travail sur la couleur ne s'exerce pas exclusivement sur les peintures de la nature. Non, ce Bon Samaritain, qui est une œuvre religieuse où la couleur et la religion qui le fascinent sont engagées, nous le prouve. La luminosité de son œuvre ici, sa touche très personnelle aux hachures parallèles et le vibrato de sa facture en font une œuvre exceptionnelle. Et je vous montre ici l'œuvre de laquelle la composition est inspirée, qui est une œuvre de Delacroix, exécutée peu de temps auparavant, puisqu'il s'agit d'une œuvre du milieu du XIXe siècle. En 1879, Van Gogh se trouve dans le Borinage, où il tente d'évangéliser, parce que les conditions de vie des ouvriers sont déplorables. Il est touché, il est sensibilisé d'une façon extrême par cette population désemparée, pauvres, démunis de tout. Il les accompagne même dans leur travail à la mine. Et cette sensibilité, il l'a réinvestie ici dans sa peinture. Il est épouvanté devant cette misère et se sent bien petit pour une mission si lourde. Ici, il peint donc la mine de charbon. Il en va de même pour cet exercice de prisonnier peint en 1890 par Vincent van Gogh, qui est une œuvre qui illustre la prison de Newgate et la déambulation dans la cour que font les prisonniers quotidiennement. Et cette représentation des prisonniers illustre la problématique des ouvriers au XIXe siècle selon l'auteur, selon le peintre, qui peint d'ailleurs alors qu'il était enfermé lui-même à Saint-Rémy-de-Provence, et la focalisation sur ce visage roux d'homme ne serait-elle pas l'écho de son propre emprisonnement, de sa propre folie? Le japonisme exerce une véritable fascination sur Van Gogh et sur les artistes contemporains, impressionnistes surtout également. Le Japon, historiquement, s'était beaucoup enfermé et au XIXe siècle, il s'ouvre au monde, enfin. Et là, il dévoile toutes ses spécificités, son raffinement dans ses estampes, ses kimonos, sa culture du thé. Van Gogh rencontre cette culture qui le séduira complètement en 1885 alors qu'il cherche de nouveaux horizons dans son art. Une découverte des estampes par hasard qui l'enthousiasme pour son exotisme dont il fait des acquisitions importantes. Il se constitue une véritable collection d'estampes. Il y voit des petites figures de femmes dans des jardins ou des cavaliers sur une plage, des fleurs d'aubépine aux branches noueuses, et il y trouve un charme incontournable qu'il exploitera d'ailleurs dans ses motifs lorsqu'il retournera à Paris. Le japonisme est déjà très en vogue à Paris à ce moment-là. C'est ainsi qu'il peut collecter 531 estampes et en fait un album. Il les présente là où il peut, au Tambourin, en 1887 par exemple. Voilà un certain nombre d'exemples ayant fait partie de sa collection d'estampes. Et là, il représente le Père Tanguy en 1887, qui est un portrait aux couleurs vives. Et sur cette toile en arrière-plan, on peut constater un certain nombre d'estampes japonaises. Il s'agit donc très probablement de la mise en scène de sa propre collection dont il était très fier. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il fréquente entre autres Toulouse-Lautrec et d'autres jeunes Français qui influencent sa peinture de par la présence de grands aplats de couleurs vives dont il s'inspire pour cette œuvre en l'occurrence. Cette attirance pour l'estampe japonaise, c'est aussi copier les auteurs d'estampes japonaises, comme ici Utagawa Hiroshi en 1857 qui a peint cette prunelé Akamaido et qui a fait l'objet d'une copie, comme on peut le voir à droite de la composition,
de Vincent van Gogh sous le titre Le prunier en fleurs. On retrouve bien d'ailleurs le vieux prunier dans un verger, mais ce qu'a ajouté Vincent, c'est sa touche très personnelle. Plus de traces de blanc ou de gris et beaucoup moins de noir. Mais il fait exploser les couleurs et impose sur les côtés les caractères kanji, qui aujourd'hui sont aussi recopiés, mais ici ne signifient rien, ne sont là, ne sont présents que pour le dessin et pour le décor, mais ne veulent rien dire. Dès 1888, Van Gogh mène une véritable quête autour du japonisme qui l'associe à la découverte du Sud et l'amène à une forme d'exotisme. Il dit d'ailleurs à propos de cette découverte du Japon et de celle du Sud, « Je me dis toujours qu'ici, je suis japonais, que conséquemment, je n'ai qu'à ouvrir les yeux et peindre devant moi ce qui me fait de l'effet. » À ce moment-là, Van Gogh est tellement connaisseur, inondé de japonisme, qu'il n'a plus besoin de s'appuyer sur des modèles et va pouvoir associer la facture japonisante aux motifs locaux qu'il va rencontrer dans son quotidien dans le sud de la France. Ici, deux crabes. Ce sujet se trouve de façon récurrente associé au maître de l'estampe japonaise. Ici, deux crustacés représentés en gros plan. Et là, pour le coup, c'est une adaptation tout à fait personnelle à la facture de l'artiste. Pas d'ombre, couleur vive. Dans le sud d'ailleurs, Van Gogh se peindra lui-même comme un bon japonais. Tout dans sa vie, tout dans son œuvre devient japonisant. On pense d'ailleurs que Van Gogh a peint cette œuvre après sa libération de l'hôpital en janvier 1889. Elle a probablement été inspirée par la gravure japonaise d'un crabe de Hokusai. Sa facture évolue et ses sujets de prédilection aussi, bien sûr. Est devenu maître de l'estampe japonaise, il continue sur d'autres fronts, d'autres thèmes, et notamment sur le motif de l'eau à travers la pluie. Et voici un exemple de la façon dont Vincent van Gogh s'approprie encore une fois l'art de l'estampe japonaise et la thématique de l'eau à travers cette copie d'Hiroshige qui représente le grand pont près d'attaquer. Ici, dans cette œuvre, nous n'avons plus de traces de japonisme, mais en revanche, une dynamique qui nous englobe, nous spectateurs, dans cette averse qui s'abat sur nous radicalement. Mais avant de partir vers le sud, il se rend à Paris où il vit avec son frère Théo en 1886 à Montmartre, rue Le Pic, ce qui va donner lieu à un certain nombre d'œuvres peintes sur place au milieu de toute la communauté constituée par Signac, Gauguin, Toulouse-Lautrec. Il va épuiser les sources d'influence environnantes et il va rénover sa peinture qui va l'aider à prendre un large définitif par rapport à l'académie. La palette explose ici. Il met en scène, sur fond d'impressionnisme, de pointillisme, sa propre technique à coups de pinceau. Et comme ses amis, il peint les endroits à la mode, comme on le verra, Montmartre, le Moulin à Vent, et c'est grâce à son ami marchand de tableaux, le père Tanguy, qu'il rencontre dans ce milieu artistique, comme on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, qu'il va découvrir les œuvres de Cézanne, les estampes japonaises, dont il va créer, comme on l'a dit également, une véritable collection. Il collabore avec Gauguin, ce qui se finit mal, et c'est la raison pour laquelle il quittera Paris en 1888. Je vous montre un certain nombre d'œuvres donc peintes à Paris. Ici, la Guinguette à Montmartre. Van Gogh vu de Montmartre. Voilà, donc avec un ciel bien bleu et tout un camailleux du vert au jaune. Ici encore une vue, le moulin à poivre. Montmartre encore. Vue de Paris. Vue de Montmartre. Vue de Montmartre une dernière fois. À l'atelier des Lumières, le thème de la nature morte est largement représenté également, si cher à l'artiste. Les amandiers, les iris, les tournesols sont des sujets d'étude très importants, emprunts également au japonisme d'ailleurs. Électifs pour l'artiste, ces bouquets, ces natures mortes deviennent des tableaux vivants. Les fleurs montrent une âme. Ici, les amandiers, 1890 à Saint-Rémy-de-Provence. Ces amandiers qui sont mis en scène à l'Atelier des Lumières et qui font un véritable spectacle vivant avec des fleurs d'amandier
qui virevoltent au gré du vent. 7 tableaux de tournesol sont peints en 1888 par l'artiste. Toutes ces fleurs bougent dans un naturel ambiant, sont empreintes de vie et représentent la magie de l'existence pour l'artiste, le souffle de vie. Un certain nombre de compositions qui sont déclinées avec des fonds très élaborés qui font ressortir le sujet de premier plan. Ici, ce sont les plus connus, ceux que l'on voit tout le temps quand on parle des tournesols de Van Gogh. Mais il en existe un certain nombre déclinés dans des gammes chromatiques très différentes. Ici, mise en scène à l'Atelier des Lumières, ces grands vases gigantesques de tournesol nous emportent et se fondent dans l'espace de la fonderie. Les iris, quelles fleurs magnifiques! Avant sa première attaque, il peint ses iris en 1890, encore influencé par l'art japonais, l'estampe japonaise d'ukiyo-e. Ce tableau dégage une certaine sérénité et pour le peintre, la peinture était le paratonnerre contre sa maladie. Cela lui évitait de devenir fou. Et pour lui, les iris étaient une étude, mais Théo a vite compris que c'était un véritable tableau achevé et non plus une étude. Voilà ces iris in situ à l'Atelier des Lumières, où elles virevoltent, elles aussi, au gré du vent. Lorsque Vincent s'installe à Arles, c'est toute une aventure qui commence bien que ce soit 2 ans avant sa mort. Il s'installe dans cette maison jaune en 1888. C'est la maison qu'il occupe à son arrivée à Arles pour y installer son atelier. C'est très important, bien évidemment. Il fait repeindre la façade en jaune. Les détails modernes sont présents. Regardez dans la rue, le lampadaire, le train. Et dans cette composition, les lignes convergent toutes vers la maison. La composition est claire, calme et sérénité pour le début d'une nouvelle vie sans dégage. C'est là qu'il peint sa chambre. Cette chambre, également représentée sur une lettre manuscrite adressée à son frère Théo, datant du 17 octobre 1888. Il est bien évident que les sujets de prédilection de Van Gogh sont des sujets proches de son quotidien dans lequel la chambre est un lieu exploité dans sa peinture alors que son état empire. Il y oppose une quête de sérénité, cherche et confie donc à ses tableaux la fonction de, je cite, « reposer la vue et l'imagination », alors que lui-même est en plein délire. La toile raconte les choses, mais il n'y a pas de cycle narratif, comme on peut le constater. Elle raconte grâce à quoi? Grâce à la couleur, grâce à la ligne, qui revêt une signification symbolique et qui fait de cette œuvre une œuvre testament de l'artiste. Toutes les couleurs répondent à une volonté qu'il présente telle qu'elle. Je le cite. Les murs sont d'un violet pâle, le sol est à carreaux rouges, la couverture rouge écarlate, la fenêtre verte, la table de toilette orangée, la cuvette bleue, les portes lilas. C'est très poétique. Toutes ces teintes, dont la clarté est soulignée, ont la vocation d'apaiser. Les couleurs plus soutenues et donnant un rythme, scandant la toile, gardent une certaine quiétude. Cet élément commun apaisant fait le lien entre toute la gamme chromatique, bien sûr, mais nous nous rendons compte, malgré tout cela, que la perspective est un petit peu maladroite. Elle confère malgré tout une finition harmonieuse dans son aspect infantile. Cette perspective maladroite déséquilibre un peu la composition et trahit certainement les perturbations mentales de l'artiste. Cette description traverse sa chambre meublée d'une façon tout à fait simple et la rapproche probablement de la peinture japonaise, de l'estampe japonaise, des intérieurs japonais que révèlent ces estampes et qui concernent le mobilier de bois, par exemple. Il y a dans cette composition d'ailleurs un jeu entre les verticales et les horizontales et par ailleurs pas d'ombre, comme dans l'estampe. Les aplats de couleurs relèvent aussi du japonisme. Arles,
c'est la découverte des couleurs intenses du Sud. Il séjourne au café de la gare à son arrivée. Il vient de quitter la communauté parisienne et rêve d'en créer une dans le Midi, dans son atelier. Il peut seulement compter sur Gauguin qui le rejoint le 23 octobre 1888. Et les deux amis se heurtent très violemment. Ils travaillent ensemble cependant sur des travaux communs quelque temps. C'est au cours d'une dispute avec son ami qu'il va se couper le lobe de l'oreille. Et à ce moment-là, paradoxalement, il privilégie le paysage, les vergers en fleurs, la plaine de l'Accro, la mer aux Saintes-Maries-de-la-Mer, et il peint les cafés, sa chambre, les nuits étoilées et les tournesols. Ici, je vous présente sur l'écran le portrait de la fameuse arlésienne, Madame Ginoux, tenancière du café de la gare d'Arles, où Van Gogh loge à son arrivée. Elle est proche de Van Gogh et de Gauguin. Et, comme l'on peut constater, elle montre un air inquiet. Et d'ailleurs, Gauguin, dans ses Arlésiennes, présente également deux personnages féminins, exprimant également cette sorte d'inquiétude, d'angoisse. Le modèle est typé, populaire, le visage est racé, la chevelure est brune, et la personne porte un costume local. Il tient là son sujet, et il le dit à Théo. Je le cite, j'ai enfin une arlésienne, une figure sabrée dans une heure, fond citron pâle, le visage gris, l'habillement noir, 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 du bleu de Prusse, tout cru. Que de monde la nuit à Arles, dans cette salle de danse. Cette toile semble représenter un soir de fête aux Folies arlésiennes, grande salle de bal des boulevards des Lys. L'influence de Gauguin se fait nettement sentir ici, Van Gogh appliquant scrupuleusement les principes synthétiques et cloisonnistes mis au point par son compagnon et collègue de peinture à Pont-Aven. La référence à l'art japonais est également très perceptible, comme on peut le constater dans le relèvement inhabituel de la ligne d'horizon. Ou encore, si l'on regarde le premier plan, étrange et décoratif où dominent les courbes et les contre-courbes. Ces courbes et ces contre-courbes sont essentiellement sculptées, presque sculptées, oui, par les coiffes des dames. La multitude des personnages, la disparité de leur tenue et leur étroite imbrication rendent le sentiment d'entassement et de saturation avec une très grande habileté. Le portrait de Madame Roulin à droite, en bas à droite, on peut le constater, seule a tourné son regard vers le spectateur. Vous voyez, elle est un petit peu au milieu, en bas à droite, mais plutôt au centre, coiffée d'un chignon roux, semble même exprimer une terreur claustrophobique. Dès son arrivée à Arles, il veut peindre les effets de la nuit. Il dit à son frère Théo d'ailleurs « Je veux absolument peindre un ciel étoilé. Souvent, il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour, colorée de bleu, de violet et de vert plus intense. » C'est à Arles pour la première fois d'ailleurs qu'il va peindre la nuit étoilée et ce thème va apparaître à ce moment-là et va devenir récurrent et va évoluer comme on le constatera. Le soir est considéré comme un temps de relâche, comme un temps de repos pour se libérer du travail. C'est la grande différence avec les peintres de la ville d'avant-garde à Paris qui exaltent les plaisirs et les mouvements de la lumière le jour. Il s'agit ici d'une représentation qui provoque un abrutissement subtil. Cette terrasse de café le soir va réunir un petit peu les préoccupations, les simulacres, les fausses clartés de la ville, tout ce qui intéresse sur le plan pictural l'artiste. Il souhaite opposer alors l'ordre et l'éternité du ciel étoilé. Mais comme la nuit tout se modifie, les couleurs, les formes, eh bien, il s'attelle à rendre exclusivement les spécificités lumineuses de la nuit éclairées. Éclairées par quoi? Non pas par l'astre de la nuit, mais éclairé par l'éclairage au gaz nouvellement apparu. Donc il veut s'inscrire par là même dans la modernité de son époque. À nouveau, on l'a déjà évoqué. Il dira que la nuit est beaucoup plus vivante et richement colorée que le jour, et les éclairages artificiels par tous les éléments d'une auréole d'or, ce qui rend particulièrement envoûtante ces représentations urbaines et la nature sur fond de contraste entre la nuit et le ciel étoilé, les éléments éclairés et les éléments plongés dans cette nuit noire. Il peint ainsi ces paysages urbains d'Arles. Pour poursuivre avec ce thème du soir, de la nuit,
je vous présente ici le tableau « Le café de nuit ». Le café de nuit, en fait, il s'agit du café de la gare qui est tenu par Joseph Michel et son épouse Marie Ginoux que nous avons déjà rencontrée sous les traits de l'Arlésienne. La scène se passe ici à minuit et quart ou presque, d'après l'heure affichée sur l'horloge du fond de la salle. La scène se passe dans une grande pièce haute de plafond, ces grands plafonds très hauts caractéristiques des cafés provençaux du XIXe siècle. Et cette scène est éclairée par des lampes à gaz. Figure au centre un billard français et tout autour des tables et des chaises. Le café est peu animé. Toute la scène se passe sous le regard du garçon de café. Il s'agit peut-être d'un client encore debout. Un couple et quelques rares clients sont assoupis et traînent leur solitude jusqu'à tard dans la nuit. Le tableau est organisé en larges bandes colorées rouges, vertes et jaunes. Ces bandes structurent la composition et à cela, on peut ajouter le cercle composé des tables et des chaises centrées sur le billard. Ce billard éclairé verticalement projette une ombre imposante au milieu de la salle. Chose étrange, il s'agit de la seule ombre représentée. Cette œuvre illustre les recherches chromatiques du peintre avec l'emploi de couleurs complémentaires, en particulier ici le rouge et le vert, et Van Gogh lui-même commente cette œuvre. Je le cite. Je viens de terminer une toile qui représente un intérieur de café, la nuit, éclairé par des lampes. Quelques pauvres rôdeurs de nuit dorment dans un coin. La salle est peinte en rouge et là-dedans, sous le gaz, le billard vert qui projette une immense ombre sur le plancher. Dans cette toile, il y a 6 ou 7 rouges différents, depuis le rouge sang jusqu'au rose tendre, faisant opposition à autant de verts pâles ou foncés. Ce tableau est très symbolique. Van Gogh est abandonné par ses amis et ceux qui sont encore là lui sont indifférents. Ceux qui illustrent cela sont bien évidemment, on peut le déduire, les tables abandonnées, les chaises dispersées et les gens inexpressifs. Mais toutes les voies ne sont pas fermées. La porte au fond de la salle est ouverte sur une autre porte, et le bouquet de fleurs renforce cette idée d'espoir. La nuit étoilée. Dès son arrivée à Arles, la nuit étoilée devient un projet majeur pour Vincent. Il en dit à Théo d'ailleurs « Je veux absolument peindre un ciel étoilé. Souvent il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour, colorée de violet, de bleu, de vert plus intense. Certaines étoiles sont citronnées, d'autres ont des feux roses, verts, bleus de myosotis. La nuit le fascine. Comment fait-il pour s'y attarder, pour s'y atteler et la transposer sur ses toiles ? La nuit le préoccupe depuis 1870 et à partir de 1878 et son arrivée à Arles l'inspire. Il exécute enfin un premier croquis, puis il réalise ce grand tableau où le ciel se reflète dans les eaux du Rhône. La nuit étoilée bord du Rhône, présentée au Salon des Indépendants en 1889, le fait devenir l'inventeur de la peinture de plein air de la nuit sur fond d'éclairage artificiel, ces éclairages artificiels qui redessinent tous les contours dans la pénombre de la nuit. Il s'achemine vers un véritable chef-d'œuvre, la nuit étoilée. Cette nuit étoilée croise les nuances de bleu pour le fleuve, le ciel constellé d'étoiles qui forment de petites lumières jaune d'or orangées et qui est très lumineuse, en aplat ou en spirale, qui recompose les éléments figurés. Puis la nuit étoilée évolue, elle évolue vers cette vision cosmique de la nuit étoilée de 1889, une dernière nuit étoilée qui est une sorte de chaos sidéral. La prétendue folie de la nuit étoilée est très calculée comme on va le voir. C'est une œuvre que l'on peut qualifier de post-impressionniste qui est contemporaine de Manet, Monet, Pissarro et qui est constituée de plusieurs touches juxtaposées qui créent un mouvement figuratif cerné de matière sombre conférant une sorte d'enfermement. La ville en bas, au toit pointu, est différente du reste aux lignes courbes. La gamme chromatique de bleu, jaune, vert et quelques points lumineux de ci de là provoque une certaine émotion. Le mouvement est donné par l'usage d'une touche formant des tirets juxtaposés qui va caractériser la seconde partie de l'œuvre et de la vie de l'auteur, de l'artiste. La lecture qui s'impose du bas à gauche remonte vers le conifère. Là, je vais essayer d'en faire l'illustration avec mon stylet.
Voilà, cette lecture qui s'impose du bas à gauche, qui remonte par le conifère, puis forme une boucle jusqu'en bas à droite. Cette turbulence du ciel et de la boucle, grâce à la présence du cyprès, sont à mettre en parallèle avec la santé mentale de l'auteur à la même époque. Et ici, donc le clocher de l'église qui ramène à une dimension beaucoup plus terrestre. Cette dimension également symbole de la foi chrétienne qui est une célébration de la dignité paysanne. Quel plaisir, quelle beauté envoûtante cette nuit étoilée, projetée sur les murs, les plafonds, les sols de l'atelier des Lumières. Je vous en présente quelques vues qui nous ont enjoués, enthousiasmés. Quelle belle expérience! Voilà, cette vue du cyprès avec une projection des étoiles, des courbes, des contre-courbes qui constituent la voûte céleste de la nuit étoilée, de cette dernière nuit étoilée. Encore une qui présente cette fois-ci l'échelle, à l'échelle humaine. Quelle dimension a pris cette œuvre globale? Et ici, un point de vue en hauteur sur une voûte céleste projetée sur le sol. Et à propos des séries, il en est des séries qui ont pu susciter l'intérêt du peintre Vincent van Gogh, des autoportraits, des champs de blé, des tournesols et des cyprès. Des cyprès, essayons de comprendre ce moteur de création. Et comme nous l'avons dit, lorsqu'il est arrivé en Provence en 1888, il travaille sur tout ce qu'il voit et surtout les motifs extérieurs qu'il perçoit dans les champs, dans la nature elle-même, des motifs qui lui offrent l'opportunité de travailler sur la lumière. À Saint-Rémy, à Arles, il peint des cyprès. Ici, dans sa correspondance avec son frère Théo, il en parle d'ailleurs et il dit « Les cyprès me préoccupent toujours. Je voudrais en faire une chose comme les toiles de tournesol parce que cela m'étonne qu'on ne les ait pas encore fait comme je les vois. » Si l'on investit plus loin dans la compréhension de ce motif, eh bien, qu'il s'agisse de ce motif de cyprès, de sa chambre, ce sont autant d'autoportraits métaphoriques de l'artiste qui, à chaque fois, donnent à voir comme une sorte de miroir ses tourments intérieurs. Ce tableau, d'ailleurs, en est une manifestation assez convaincante qui met en regard un autoportrait de l'artiste et un cyprès qui lui fait face. Et voici un dernier cyprès dont le feuillage est complètement virevoltant, tout comme le ciel, tout comme le sol, et la montagne en arrière-plan qui viennent corroborer ce que nous venons de dire, à savoir que tous ces tourments sont retranscrits, sont transposés dans les tableaux de l'artiste. Après son séjour à Arles, il est interné à l'asile de Saint-Paul de Mossol et pendant un an, où il a des crises de démence terribles, il tente même de se suicider en avalant des pigments, on lui met à disposition une pièce qui lui sert d'atelier et il aperçoit de loin le champ de blé. Il a le droit de sortir dans le jardin pour aller peindre sur le motif iris, lilas et cyprès dans la nature lorsqu'il est calme et serein. Ici, je vous montre une vue qu'il a peinte lui-même de l'hospice de Saint-Rémy de Provence. Puis, un certain nombre d'autoportraits tourmenté comme celui-ci qui est très connu. Il se portraiture comme tous les artistes le font, l'ont fait, Velázquez, Goya, Rembrandt. Et ces portraits, ces autoportraits sont des interrogations sur soi, sont une quête véritable d'identité pour l'artiste. Il se présente en buste. Il focalise l'attention sur son visage. Les traits sont durs. Le visage est amaigri. Et le regard est rempli d'anxiété. La gamme chromatique est nuancée de vert, de bleu turquoise avec couleurs complémentaires orangées de la barbe et des cheveux. Les cheveux de la barbe ondulent et s'opposent d'ailleurs à l'immobilité, au hiératisme de l'artiste. Les arabesques en arrière-plan, dans les bleus, dans un camailleux de bleu, traduisent ces tourments intérieurs. Ainsi, il écrit à sa sœur « Je recherche une ressemblance plus profonde que celle qu'obtient le photographe. » Et à son frère un petit peu plus tard, on dit, et je le crois volontiers, qu'il est difficile de se connaître soi-même, mais il n'est pas aisé non plus de se peindre soi-même. Les portraits peints par Rembrandt, c'est plus que la nature, ça tient de la révélation. Regardons ce détail du regard, inquiet, torturé. Que nous dissimule-t-il encore?
C'est en 1890, après son séjour à l'hôpital psychiatrique de Saint-Rémy-de-Provence, que Vincent van Gogh s'installe à Auvers-sur-Oise. Son frère Théo est très inquiet pour sa santé. Il l'incite à rencontrer son ami le docteur Gachet, qui est peintre lui-même et qui accepte de s'occuper de lui. Durant les 2 derniers mois qui s'écoulent entre son arrivée à Auvers-sur-Oise le 21 mai 1890 et sa mort le 29 juillet, peu de temps après, l'artiste réalise environ 70 toiles, soit plus d'une par jour, et de très nombreux dessins en plus. Ici, une présentation de l'église d'Auvers-sur-Oise, qui est un tableau exécuté en 1890, conservé au musée d'Orsay, qui figure une église du XIIIe siècle relevant du premier art gothique. Cette église est particulière, de part et d'autre 2 chapelles romanes, qui sous le pinceau de l'artiste flamboient et se distorcent complètement. En comparaison avec les œuvres impressionnistes contemporaines, cette œuvre fonctionne non pas sur les effets de lumière, mais sur l'église qui devient expressionniste. Ce travail d'ailleurs annonce le mouvement fauve et le courant expressionniste à venir. Si nous regardons le ciel bleu cobalt, nous nous rendons compte que de par son mouvement, il répond à celui de l'église. Je vous présente ici un détail, juste pour le plaisir, une église à l'expression marquée. L'artiste portraiture le docteur Gachet. Il le portraiture et lui offrira ce portrait. Le docteur est médecin, peintre, graveur, collectionneur d'art et il est l'ami de Vincent. Il sera d'ailleurs à son chevet lors du suicide de l'artiste. Il a 62 ans quand Van Gogh peint son portrait et leurs rapports sont assez complexes. D'ailleurs, certains diront qu'il y a ambivalence identificatoire. Je le cite, « J'ai vu monsieur le docteur Gachet qui a fait sur moi l'impression d'être assez excentrique, mais son expérience de docteur doit le tenir lui-même en équilibre en combattant le mal nerveux duquel il me paraît attaqué au moins aussi gravement que moi. Et j'ai trouvé dans le docteur Gachet un ami tout à fait et quelque chose comme un nouveau frère, tellement nous nous ressemblons physiquement et moralement aussi. Il est très nerveux et beaucoup bizarre lui-même. » De son côté, Gachet semble avoir perçu le peintre hollandais comme un mélancolique. Fin mai 1890, Van Gogh écrit de lui à son frère « Il m'a dit que si de la mélancolie ou autre chose deviendrait trop forte, il pourrait bien y faire quelque chose pour en diminuer l'intensité et qu'il ne fallait pas se gêner pour être franc avec lui. Eh bien, ce moment-là où j'aurai besoin de lui peut certes venir, pourtant, jusqu'à aujourd'hui, cela va bien. » Détail du regard du docteur Gachet. Mais la fin est proche, annoncée par ce vol de funestes corbeaux qui volent au-dessus de ce champ de blé lumineux, qui s'épand dans un camailleux de jaune du plus clair jusqu'au doré. Il a été peint peu de temps avant la mort de l'artiste, comme un testament de ses démons intérieurs et menaçants. Ce champ de blé, ce vol de corbeaux, sont-ils une sorte de prémonition? Le ciel est orageux et chaotique, et les blés supportent la tempête animée par un vent violent. 3 chemins sont représentés, comme des impasses, métaphore de celle de l'artiste. Un format allongé, inquiétude, sentiment d'enfermement en pleine nature. Le désespoir de l'artiste trouve ici une expression magnifiée. À traverser le champ de blé, il est signifié par ce vol de corbeaux. Le 29 juillet, il se donne la mort, faisant de sa toile son testament.